Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, parole de candidat en direct sur Delta FM. On continue notre périple sur les municipales. Nous sommes à Dunkerque avec Claude Nicollet. Bonjour monsieur Nicollet. Bonjour. Et mon collègue et confrère Rémi Foulon, le rédacteur en chef du Phare Dunkerquois du Journal des Flandres. Bonjour. Bonjour Florence. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Claude Nicollet, vous êtes candidat à la mairie de Dunkerque. Vous avez l'expérience de la politique, on va y revenir, on va dresser un petit peu votre portrait. Ma première question, elle est toute simple. Pourquoi cette ambition? Pourquoi être allé dans cette aventure? Et depuis longtemps en plus. Vous êtes parti de bonne heure, vous. Je ne sais pas si je suis parti de bonne heure, mais en tout cas, je suis parti, je pense, quand il le fallait. Oui, parce que la question, la chose publique, la politique m'intéresse, me passionne même depuis très très longtemps. C'est bien évidemment un secret pour personne. Je suis un militant comme les vieilles troupes qui a blanchi sous le harnais, de nombreuses campagnes derrière moi, ça c'est incontestable, parce que je pense que c'était nécessaire d'être candidat aux élections municipales à Dunkerque. Quelque part, c'était de mon devoir d'y aller. Étant donné ce qu'était la situation politique locale après la défaite de 2014, lourde défaite. De Michel Delbar. De Michel Delbar, mais une défaite collective, ce n'était pas simplement... Défaite de la gauche. C'était pas simplement... Oui, incontestablement. Dans le contexte de l'époque, ça c'est évident que c'était une défaite de la gauche. Si on se replace dans le moment de grandes vagues dégagistes, puisque quasiment toutes les grandes villes qui étaient tenues par la gauche en général ont basculé à ce moment-là, en 2014. Et donc Dunkerque n'a pas échappé à cette loi et à ce grand mouvement politique à l'époque. Et qu'il était extrêmement compliqué de rebâtir quelque chose et qu'il était nécessaire de pouvoir préparer l'avenir. Et en réalité, je l'ai déjà dit, mais je sais que ça peut paraître un peu présomptueux, mais dès le 30 mars 2014, et je me souviens, on s'était vu à l'époque, je crois que c'était dans les locaux de France 3, le soir du deuxième tour de la défaite de Michel Delbar. Pour moi, les choses ont été extrêmement claires. Il fallait que de toute façon, il y ait un candidat en 2020 qui soit en capacité d'être candidat contre Patrice Vergrit, parce que j'étais persuadé que ça aurait été nécessaire à ce moment-là. Est-ce que justement, cette année, votre équipe s'est appuyée sur la victoire de Patrice Vergrit en 2014 pour aussi... cette fois, créer la surprise de votre côté en mars prochain? Alors que nous voulions créer la surprise, je l'ai déjà dit d'ailleurs, notamment dans le Phare, oui, on veut créer la surprise, c'est nécessaire, c'est indispensable, parce que je suis inquiet pour l'avenir de Dunkerque, je suis inquiet pour son avenir politique, je suis inquiet pour les projets qui risquent d'être portés, et pour les temps troublés que Dunkerque risque de connaître dans les années à venir. Et je suis intimement convaincu que la liste qui est présentée par le maire sortant sera totalement incapable de résister au choc politique auquel on va être confronté très rapidement dans l'année, dans les 2 ans qui viennent. Choc politique, c'est-à-dire? Eh bien, parce qu'on a les municipales qui arrivent là dans 3 semaines, un mois, et que nous avons dans 1 an les régionales, les cantonales, les présidentielles, les législatives dans 2 ans, et qu'on a aussi les sénatoriales. Et vous craignez quoi? Je crois que l'équipe qui est en place, qui se présentera à nos suffrages portés par le maire de Dunkerque, est une équipe profondément déséquilibrée qui sera dans l'incapacité de résister au choc politique qu'on va traverser dans les années qui viennent, avec des risques d'éclatement profonds. Quand vous parlez de choc politique, alors votre liste, je disais tout à l'heure que vous aviez quelques années de bagage dans le milieu politique. Je vais y aller brièvement. Vous avez 56 ans. Vous avez votre première responsabilité en 95 dans l'équipe Michel Delbar. Vous avez été conseiller communautaire, adjoint au maire à Dunkerque, conseiller régional. Donc vous connaissez un petit peu les rouages de la politique. Quand vous dites il y a des défis, il y a des dangers. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la même réflexion du mot politique? On va prendre votre liste.
comme la liste de certains, pas de tous, on n'a plus les étiquettes, ne fleurissent plus les slogans, les logos des partis, que ce soit la rose, que ce soit autre chose, le bleu, blanc, rouge, etc. C'est plus la même conception aujourd'hui de la politique. Absolument, parce que je crois qu'il y a eu des changements absolument radicaux ces dernières années, en fait, qui s'inscrivent dans la longue durée. Hein. Tout ça n'est pas apparu comme ça depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire depuis quelques années. C'est un phénomène beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, apparaissent clairement de nouveaux clivages dans la vie politique. Et ces nouveaux clivages, il faut être en capacité, un, de les comprendre, deux, de les interpréter et de mettre en face des propositions politiques, y compris en termes d'organisation et de rassemblement d'hommes et de femmes qui incarnent ces nouveaux clivages. Et c'est ce que j'essaie de faire à Dunkerque. Rémi ? Alors, beaucoup de partis soutiennent Patrice Vergrit depuis déjà quelques mois. On peut aussi voir que dans votre liste, on compte des socialistes, on compte des radicaux, on compte des insoumis. Donc elle rassemble aussi beaucoup. Mais ce sont des partis qui ne vous soutiennent pas officiellement. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Pour moi, ça change pas. Très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que ça traduit qu'en réalité, ceux qui se réclament d'une forme de rassemblement, je leur laisse, ils rassemblent en fait pas véritablement. Puisque moi aussi, je pourrais dire, non mais regardez, il y a l'étiquette La France Insoumise, par exemple. Il y a l'étiquette socialiste. Enfin, quoi que l'étiquette socialiste, non, elle n'apparaît nulle part en réalité. Ou l'étiquette communiste, ou l'étiquette ceci, ou l'étiquette cela. Mais fondamentalement, quand vous allez regarder derrière ce qui se passe, ce sont des fractures. C'est-à-dire que la candidature de Patrice Vergrit ne rassemble pas. Elle fracture et elle continue de fracturer le tissu politique dunkerquois. C'est ça, la réalité. Mais dans votre c'est ce à quoi je m'oppose. Dans votre liste, il y a différents profils, on va dire, comme beaucoup de listes. Hein. C'est un petit peu le leitmotiv de chacun, d'avoir différentes générations. Vous avez rassemblé des gens qu'on ne connaît pas trop, qui viennent comme ça sur le devant de la scène, qui prennent le risque de faire de la politique. Et puis des anciens, on va citer quelques noms. Désolé, je ne citerai pas tout le monde, mais ceux qu'on retient plus facilement: Marianne Nouveau, Jean Chapman, Dominique de Guin, Zoé Carré. Bon, c'est des gens qui ont un peu de bouteille également. Vous les amenez pour quoi ? Ils ont dit oui, pourquoi ? Alors, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je sais bien, mais on ne peut pas les inviter tous, alors je vous demande à vous. Je comprends bien. Parce que c'est à vous qu'ils ont répondu, pas à moi. C'est vrai. Alors, ils ont répondu oui, d'une part, parce que déjà, de leur côté, ils avaient fait leur propre analyse, ils avaient fait leur propre bilan de ce qui se passait, de la situation dans laquelle nous vivions, et qu'il fallait qu'à un moment donné, il y ait probablement une personnalité ou quelqu'un qui soit en capacité de les rassembler. Il semblerait que je fasse l'affaire, donc voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Bon alors, la personnalité, parce que depuis le début de cette émission, depuis 7 minutes, on n'a pas cité un nom, celui de Christian Hutin, parce que maintenant tout le monde le sait. Quand vous avez présenté votre liste, il y avait Monsieur X, il en manquait un. Celui qui manque, c'est Christian Hutin, député dunkerquois. Vous êtes son attaché parlementaire. Vous l'avez convaincu? Parce que pour lui, c'est une autre aventure. Hein. C'est une autre aventure. Ça a été très compliqué, ça a été très difficile, parce que Christian avait annoncé qu'il mettait un terme à sa vie politique, à sa vie politique, qu'il finissait son mandat de député, et qu'il ne se représenterait pas à une nouvelle élection à la législative. Donc ça, là-dessus, je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que ça ne bougera pas d'un poil. Il finira son mandat, et concernant une carrière politique au niveau national, il en restera là, en tout cas c'est l'engagement qu'il a pris. Ensuite, sur la dimension locale, je pense qu'en effet, il souhaite pouvoir à nouveau peser. Il a encore des choses à faire et des choses à dire, et que c'est dans cet esprit-là. Et puis aussi, soyons tout à fait honnêtes, entre Christian, Jean-Pierre Clic, moi-même et quelques autres personnes, on est bien souvent au-delà de la question politique. On est dans une histoire d'hommes, on est dans une histoire d'hommes ou de femmes, qu'on se comprenne bien. On est dans une histoire d'amitié, de fraternité absolument profonde, de loyauté et de fidélité aux engagements qui sont les nôtres. Rémi. Au-delà de cette amitié, cette fraternité, ça change quoi dans votre liste et dans cette campagne d'avoir la présence de Christian Hutin et de ne pas avoir Christian Hutin? Il y a un poids qui n'est pas négligeable, mais ça va changer quoi concrètement pour vous? C'est un poids politique considérable, c'est une légitimité à porter considérable, c'est une crédibilité considérable également à apporter à cette liste. Et puis, c'est aussi, tout le capital de sympathie que Christian a pu acquérir depuis au moins 30 ans sur Dunkerque, sur le littoral dunkerquois, qui
qui va peser. Ça c'est tout à fait évident. Ça veut dire que si vous êtes élu demain maire de Dunkerque, avec sur votre liste en bonne position Christian Hutin, c'est un partage des responsabilités aussi? Incontestablement, ce sera un partage des responsabilités. De toute façon, je crois que les Dunkerquois veulent à nouveau pouvoir vivre vis-à-vis d'un pouvoir local qui soit partagé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pouvoir qui est un pouvoir solitaire. D'ailleurs, j'ai cru lire dans la presse de ce jour, en tout cas de ces jours derniers, que la question de la solitude du pouvoir était tout à fait à l'ordre du jour. Je crois qu'aujourd'hui, il y a dans le fonctionnement politique à Dunkerque des problèmes de méthode, des problèmes de comportement et des problèmes de management politique, notamment de la liste majoritaire. Alors, il nous reste, pour cette première partie d'émission, il nous reste un peu plus de 2-3 minutes. Avec Rémi Foulon, le rédacteur en chef du Phare Dunkerquois et Journal des Flandres, on voulait quand même vous entendre sur le bilan du maire sortant. Cette ville de Dunkerque, elle a changé ces 6 dernières années. Peut-être il y a des choses que vous avez appréciées, d'autres que vous avez dénoncées. Et la deuxième partie de notre émission, un quart d'heure, le dernier quart d'heure sera consacré à votre programme. Alors maintenant, si on en vient à ces 6 dernières années, quand vous regardez dans le rétro, vous vous dites quoi ? Je me dis que nous sommes passés à côté d'une occasion absolument magnifique, qui était celle du bus gratuit, puisque c'est le phare du bilan du maire, pour une raison simple. On est passé à côté ? Oui, on est passé à côté. Je vais vous dire pourquoi. Non pas par rapport à la gratuité. La gratuité, là, elle existe. Enfin, quand je dis la gratuité, il faut dire les choses tout à fait sérieusement. On le sait tous, il n'y a pas de service public gratuit. Ça n'existe pas. Il y a forcément quelqu'un qui paye quelque part. Et que les perspectives budgétaires de la communauté urbaine, quand on les regarde de très très près, ne sont pas forcément très bonnes. Donc il y aura des choix budgétaires à faire dans les années qui viennent qui seront des choix qui peuvent être douloureux. Il faut le dire, parce qu'on manquerait au sens des responsabilités en ne le disant pas. Alors pourquoi je dis qu'on est passé à côté d'une occasion magnifique ? Parce qu'on confond 2 choses en permanence. Ces 2 choses, c'est d'une part la gratuité, le principe de la gratuité, sur lequel je suis d'accord et sur lequel je ne reviendrai pas, ça c'est tout à fait évident. Et ensuite, c'est l'organisation du réseau de bus. Et là, l'organisation du réseau de bus, on est passé véritablement à côté de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause, si vous êtes élu, la gratuité du bus ? Pas du tout. Absolument. Oui, c'est bien ça. On ne remet pas en cause l'organisation du bus ? Absolument. Ah oui. Concrètement ? Ah oui, écoutez, je vais vous dire une chose très simple. Ça veut dire quoi ? On met plus de bus, on change les lignes, on va plus loin concrètement ? Ça veut dire qu'on va devoir revoir l'organisation du réseau de bus. Ça, c'est clair. Ça va coûter cher, parce qu'il va falloir refaire des lignes, il va falloir rajouter des moyens, il va falloir, par exemple, transporter un certain nombre d'arrêts de bus. On va pas faire tout le réseau, mais il y a un endroit... Écoutez, donnez-moi un exemple. Il faut raccourcir les... Aujourd'hui, le réseau de bus a fracturé le territoire communautaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la ville de Dunkerque, c'est la communauté urbaine, le réseau de bus. Ça, c'est clair, oui. Bon. Et ça a fracturé le territoire communautaire. Parce que quand vous mettez aujourd'hui, par exemple, 2 heures pour faire Dunkerque-La Panne en bus, alors que vous mettiez 37 minutes auparavant, le résultat, c'est quoi ? C'est une fracture du territoire. Quand vous mettez 2 heures pour faire Dunkerque, alors que vous mettiez beaucoup moins de temps auparavant, vous fracturez le territoire. Quand vous prenez les chiffres, les statistiques de la mission locale des Rives de l'A, par exemple, et que vous voyez qu'aujourd'hui, au regard notamment du temps de transport, les jeunes ou les moins jeunes, plutôt que de venir à Dunkerque pour aller faire leurs courses ou boire un verre, ils préfèrent aller à Calais ou à Saint-Omer, vous fracturez le territoire. Donc ça, il faudra bien le prendre en compte et y remédier. Plus de lignes ? Alors plus de lignes, je ne sais pas s'il faudra plus de lignes. Il y a d'ailleurs Decabus Marine et le président de la communauté urbaine ont conscience du problème. Ils ont d'ailleurs rajouté des lignes de bus. Je prends l'exemple de Capelle, par exemple. Il y a donc des lignes qui ont été rajoutées, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des problèmes. Parce que la question du service public, c'est aussi obligatoirement la question de l'égalité du citoyen vis-à-vis du service rendu. Et donc là, il y a effectivement des inégalités qui se sont créées. Il nous reste 1 minute avant de faire la première pause. Rémi, une thématique sur le bilan ? Oui, sur le bilan, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans le bilan en dehors du bus gratuit ? On a bien concernant Dunkerque, c'est le plan de circulation. Forcément, qui est connexe à la question de l'organisation du réseau de bus, bien évidemment. Mais le plan de circulation
Arrivant aux affaires, je reverrai le plan de circulation de la ville de Dunkerque, bien évidemment. Il y a des plaintes par dizaines de gens qui ne s'y retrouvent plus, que ce soit à Petite-Sainte, que ce soit à Malo, que ce soit à Rosendal, dans des secteurs entiers. Donc ça, là-dessus, la piétonisation de la plage Jean Bart, c'est pas votre truc? Mais j'ai rien contre la piétonisation. La piétonisation, c'est un phénomène qui amplifie une situation. Si un quartier va bien et que vous le piétonisez, il ira encore mieux. Si un quartier va mal, vous le piétonisez, il ira encore plus mal. C'est pas une solution en soi, la piétonisation. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Deuxième partie de notre émission, les élections municipales consacrées à Dunkerque, avec pour invité Claude Nicollet, candidat, et pour m'accompagner, Rémi Foulon, le rédacteur en chef du phare dunkerquois, Journal des Flandres, parole de candidat, deuxième partie. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Claude Nicollet, on consacre cette deuxième partie, un quart d'heure à votre programme. Alors comme tous les candidats, programme riche, on a toujours, dans ces cas-là, n'est-ce pas Rémi, quand on reçoit nous aussi les documents, des fois des listes assez longues, et puis des listes avec des originalités. Vous en avez une, je vais commencer par ça, histoire d'attirer un petit peu la curiosité. Vous voulez créer un téléphérique à Dunkerque? Ouais. Vous voulez aller de où à où? Écoutez, jusqu'à l'Alpe d'Huez, s'il le faut. Ça fait loin. Oui, ça fait loin, c'est vrai. Tout ça dans une cabine de téléphérique, ça va faire beaucoup. Non, blague mise à part, je souhaite le mettre en front de mer. Quand je dis en front de mer, il pourrait aller du Frac, ou à peu près, jusqu'au Môle 1 et peut-être même jusqu'à la Samaritaine, parce que j'ai envie de créer une immense liaison de ce côté-là, parce que je suis à peu près sûr que les nouvelles conquêtes urbaines d'expansion de la ville de Dunkerque, ça va se trouver dans ce secteur-là, comme ça l'a été depuis la fermeture des chantiers navals de Dunkerque en 87, où on s'est retrouvé avec une friche urbaine de 180 hectares en plein centre-ville avec les fermetures du chantier naval. Malheureusement, on s'en souvient tous, donc un véritable traumatisme social, économique, urbain. La nouvelle conquête du territoire dunkerquois s'est située de ce côté-là, avec, pour faire court, le quartier du Grand Large. Et je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il faut penser l'avenir de Dunkerque. Ami. Quand on veut créer la sensation, donc dans les urnes en mars, est-ce qu'on est obligé, quand on est adversaire de Patrice Vergrit, pour le faire tomber, est-ce qu'on est obligé d'imaginer des projets d'envergure pour rivaliser avec ce premier mandat de Patrice Vergrit? Je pense forcément au bus gratuit, je pense à la Bib. Est-ce qu'on doit forcément proposer des projets d'envergure? Le téléphérique, on en parlait à l'instant. Mon objectif, c'est d'avoir une vraie vision pour Dunkerque. Si ça doit passer par le fait de battre le maire sortant aujourd'hui aux élections municipales, oui. Mais mon objectif, c'est pas de battre. Mon objectif, c'est de battre le maire sortant, mais parce que je porte un projet pour cette ville. C'est d'abord ça qui compte. Le reste est secondaire. C'est ça qui compte. Mon ambition, c'est celle-là. Et effectivement, j'ai une vraie vision, j'ai une vraie proposition à faire pour la ville de Dunkerque. Une ville de Dunkerque qui a changé son image ces dernières années, c'est incontestable, mais qui reste une ville industrielle, même si elle évolue un petit peu dans l'imaginaire un petit peu extérieur, on va dire. Demain, quels sont vos programmes véritablement, le leitmotiv de votre programme? Vous l'avez articulé autour de quoi? Plusieurs choses, parce qu'on va être confronté à un ensemble de défis absolument redoutables qu'il faut impérativement relever et auxquels on s'est insuffisamment aujourd'hui préparé. Exemple. Le premier, c'est le vieillissement de la population. Toutes les études, j'ai regardé ça de très près. Rémi et moi, on n'est pas si vieux que ça. Mais... Allez-y. Je ne m'adressais pas nécessairement à vous deux. Allez, histoire de mettre un peu de boutade. Mais c'est le vieillissement de la population. On sait pertinemment qu'on va être confronté à un pic dans ce domaine-là dans les années 2025-2030 et on s'y est pas suffisamment préparé. Pic qui va se renforcer par le départ de la jeunesse. Les jeunes continuent de quitter Dunkerque, donc forcément, mathématiquement, c'est facile de comprendre. La population vieillit, les jeunes s'en vont, donc la moyenne d'âge explose. Et toutes les problématiques liées autour du vieillissement et du grand âge, on va se les prendre de plein fouet. Donc aide à la personne, maintien à domicile, habitat inclusif, questions de santé. Ça, ce sera une des priorités, les questions du handicap aussi, parce qu'elles sont souvent liées. Ce sera vraiment une priorité de notre mandat. En termes de paysage,
Si Claude Nicollet est élu en mars prochain, à quoi va ressembler Dunkerque? On sait, Florence l'a souligné, Dunkerque est en train de se transformer. Concrètement, ça sera quoi le paysage dunkerquois demain si vous êtes élu? Paysage physique, vous voulez dire? Alors là aussi, j'ai beaucoup d'ambition, notamment concernant tout ce qui est la politique d'environnement. J'ai entendu dire qu'on me prêtait la volonté de boucher le canal exécutoire, comme on dit à Dunkerque, ce qui évidemment est totalement faux. C'est une rumeur, donc j'en profite pour la démentir. Mais on va se préoccuper d'un ensemble de choses, notamment avec Jean Schepman, qui a été longtemps vice-président du Conseil départemental du Nord, spécialiste de ces questions-là. Le trait de côte, la submersion marine. On doit relever un défi absolument gigantesque. On s'est pris 2 tempêtes 2 week-ends de suite. Le trait de côte a considérablement reculé, jusqu'à 4 mètres. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous qui est un enjeu important. Oui, mais est-ce que le maire de Dunkerque, à lui tout seul, peut agir là-dessus? Non. Il impulse. Évidemment. C'est des dossiers qui sont déjà sur la table. Évidemment, mais il ne s'agit pas d'impulser. Il s'agit de réaliser, et de réaliser dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que là, on est sur des politiques à long terme, 20, 30, 40, voire 50 ans, sur la question, par exemple, de la hausse du niveau de la mer. Donc il faut vraiment s'y préparer, il faut y travailler. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles j'ai envoyé une lettre ouverte à tous les candidats aux élections municipales sur la communauté urbaine de Dunkerque, mais également aux maires de Calais, de Boulogne et de Saint-Omer, pour proposer de réfléchir à la création, non pas d'une communauté urbaine de Dunkerque, mais d'une communauté urbaine de la Côte d'Opale. Parce que je crois que là, il faut véritablement prendre le taureau par les cornes et envisager de changer d'échelle. Ça existe déjà avec le pôle métropolitain Côte d'Opale? Oui, mais le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, le PMCO, a été totalement vidé de sa substance par Patrice Vergrit, qui était un véritable outil de réflexion stratégique sur l'avenir du territoire. Ce n'était pas un opérateur, le PMCO. C'était un outil de réflexion qui pouvait mener quelques actions, notamment dans le domaine universitaire, et qui avait toute légitimité à le faire. Mais aujourd'hui, il faut changer d'échelle, il faut changer de braquet, il faut changer d'ambition. Pour que les gens ils comprennent bien, le PMCO, ça va de Dunkerque jusqu'à Montreuil-sur-Mer. Voilà, c'est ça. Ça tout à fait. Jusqu'à Air-sur-Laye. Absolument. Et moi, je crois qu'il faut maintenant réfléchir, politiquement parlant, à cette échelle-là. Et donc, je pose le débat et je me suis adressé à tous les candidats, à tous les maires, aux parlementaires et conseillers régionaux et départementaux, présidents de département qui pourraient être intéressés par cette question. Il y a une question qui interpelle et intéresse évidemment les Dunkerquois, c'est l'emploi. L'emploi. Quels sont les leviers qu'on peut activer à Dunkerque pour créer de l'emploi? Il y en a un certain nombre. Il y a déjà il y a le bilan. Alors, le bilan, il est simple. On constate aujourd'hui, on le sait très bien, notamment dans l'industrie en particulier, parce que vous évoquiez la question industrielle, l'image industrielle, qui n'est pas qu'une image, c'est une réalité. Et l'inadéquation qu'il peut y avoir, notamment à Dunkerque, en tout cas sur le territoire de la communauté urbaine, puisqu'il faut réfléchir quand même à cette échelle-là, entre les offres d'emploi et les réponses qui sont offertes aux jeunes, ou en tout cas les jeunes qui peuvent y postuler, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et on voit bien qu'il y a un énorme décalage. Il y a plein d'emplois dans l'industrie qui ne sont pas pourvus. Ouais, mais là, c'est encore de la responsabilité de qui, ça? C'est de notre responsabilité, de la responsabilité des politiques. Il faut appeler un chat un chat. Et c'est aux politiques de mettre tout le monde autour de la table et de mettre tout le monde autour de la table à égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré de très nombreux chefs d'entreprise. J'ai rencontré toutes les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou ouvrières. J'ai rencontré toutes les organisations professionnelles. Et je peux vous assurer que toutes, elles vous tiennent le même discours. On ne nous réunit pas. Ou alors, si on nous réunit, c'est pas dans de bonnes conditions. C'est pas comme il faudrait faire. Et il faut y rajouter un certain nombre d'acteurs. Je pense à l'Université du Littoral, par exemple. Alors, je sais qu'il y a une école d'ingénieurs qui va se créer, qui va s'installer. C'est une excellente chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est tout à fait positif. Mais on sait que c'est la recherche qui tire l'université, qui développe le tissu universitaire. Et la question de l'articulation, notamment de la recherche, de l'université et de l'industrie, c'est aujourd'hui une question qui est essentielle. Rémi. Il y a l'emploi, il y a aussi l'environnement. Patrice Vergrit veut végétaliser toujours plus sa commune. Vous vous dites aujourd'hui ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, d'abord, c'est loin d'être le cas. Parce que, il y avait un plan 10 000 arbres là, au début du mandat, qui a été une catastrophe totale. Enfin, totale, non, j'exagère. Qui n'est pas vraiment une réussite. D'abord parce qu'il a implanté des bouleaux. Les bouleaux sont très allergènes, donc vraiment, et c'est pas une essence locale, donc ça, c'est vraiment c'était pas une chose qu'il fallait faire. Et puis,
l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur la communauté urbaine, ça a coûté quand même entre 15 000 et 20 000 arbres. Donc moi, je veux bien qu'on dise, on implante 10 000 arbres, mais on en abat 15 ou 20 000 de l'autre côté. Le bilan n'y est pas. Végétaliser, on va faire des terrasses végétalisées, tout ça, très bien, c'est de la poudre aux yeux. Il y a une dimension démagogique là-dedans, que ce soit à Dunkerque comme ailleurs. Il faut parler clairement, qui n'est pas acceptable. Moi, ce que je veux faire, c'est transformer véritablement Dunkerque. J'avais un grand projet qui aurait pu être la création d'un grand parc public en plein centre-ville de Dunkerque, mais je ne pourrais pas le faire puisque je l'aurais fait là où il y a actuellement le stade Tribu qui a été refait, qu'il fallait refaire, mais je ne l'aurais pas fait là. J'aurais récupéré le foncier pour créer un grand parc urbain à cet endroit-là. Et vous auriez fait quoi du stade Tribu là? Vous auriez reconstruit un stade ailleurs? Bien sûr. Un stade ailleurs avec une aréna, avec un grand complexe sportif. Avec des facilités d'accès, avec des parkings, parce que là, il n'y a pas plus de parking au stade Tribu. Donc, ces questions-là vont se poser obligatoirement. Alors, on revient à l'environnement. Donc, on revient à l'environnement, et c'est de créer un véritable espace arboré sur tout Dunkerque. Dunkerque doit devenir une forêt urbaine. Pourquoi? Parce que, notamment par rapport à ma question liée au vieillissement de la population, c'est une question de santé publique. On sait que les personnes âgées sont un public fragile par rapport aux épisodes caniculaires. Et maintenant, tous les ans, on a régulièrement des épisodes caniculaires à Dunkerque qui vont jusqu'à 40-42 degrés. Et que si on a un véritable espace arboré sur l'ensemble du tissu urbain, ça peut faire baisser la température ambiante jusqu'à 4 degrés. Donc il faut prévoir tout cela. Et ça se prévoit sur le long terme. Et c'est ce que je veux faire. Il nous reste 3-4 minutes. Autre thématique qu'on voulait développer avec vous, on ne peut pas te parler de tout. La police, police municipale. Oui. Police, sécurité est très importante. C'est comme ça pour tout le monde. Surtout, je n'en doute pas. Voilà. Donc, on gagne quelques secondes. Là, police municipale, il y a eu du changement ces 6 dernières années. Pour vous, ce n'est pas suffisant? La question n'est pas de se dire c'est pas suffisant, parce que pareil, là on est toujours on raisonne en termes de chiffres, il faut plus de policiers, plus de ceci, plus de cela. Bon. Ma réflexion se fait d'une façon différente. Tout d'abord, je refuse que, même si je comprends les questions de sécurité, forcément, je les comprends très bien même, la police municipale n'a pas vocation à se substituer à la police nationale. Or, c'est quand même un petit peu ce qui est en train de se passer. Il manque quand même 50 postes au commissariat de Dunkerque. Bon. Alors, on ne les a pas, il faudrait qu'on les ait. Tout le monde souhaiterait que nous les ayons, ça, j'en doute pas un seul instant, mais on ne les a pas. Et il ne faut pas nécessairement se dire il faut qu'il y ait de plus en plus de policiers municipaux. Moi, ce que je veux, c'est transformer la police municipale. Je veux en faire une véritable police de proximité. Je veux rétablir et créer de l'îlotage dans les quartiers. Et je vais aussi prendre une initiative. Je vais m'inspirer de ce que font les Belges. Que font les Belges? Quand vous arrivez quelque part en Belgique, vous vous installez dans une commune, un village, n'importe où. La première personne qui vient vous visiter, quasiment, c'est la police. C'est un policier, qui peut être un policier municipal ou de la police fédérale ou de la police de la province. Eh bien, on va faire pareil. Quand quelqu'un viendra s'installer à Dunkerque, quand une famille viendra s'installer à Dunkerque, il recevra automatiquement, dans les jours, les semaines qui suivent, une visite d'un policier municipal. Ce policier municipal sera son référent. Il n'est pas là pour venir contrôler, mais pour l'aider dans ses démarches administratives, sa proximité, et qu'il y ait un lien qui se crée avec la police, un lien de confiance. Ça me paraît essentiel pour lutter contre l'insécurité notamment. Rémi, pour finir. Autre volet, pour terminer, celui de la culture. Il y a un dossier qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le musée des Beaux-Arts. Alors, c'est notamment le musée des Beaux-Arts, parce que je crois que là encore, on va en parler de choses. Alors là, c'est un échec, vraiment, à mon sens, total de la municipalité actuelle. C'est la question du musée des Beaux-Arts, dont la fermeture s'est passée dans des conditions de violence, à mes yeux, qui sont inacceptables, vis-à-vis du personnel, vis-à-vis du projet que pouvait représenter, ou de ce que représentait le musée des Beaux-Arts pour l'identité dunkerquoise. Et donc, on fait quoi? Moi, le musée des Beaux-Arts, il en faut un. D'abord parce que l'entreposage des réserves, ça nous coûte vraiment très très cher. Et je l'installe là où il y a l'ancienne piscine, je pense à la piscine de Roubaix, l'ancienne patinoire de Dunkerque, à Malo. Et je crée là l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand ensemble muséal de France, avec le musée des Beaux-Arts, le lac, l'ancien musée d'art contemporain qui est juste à côté, le musée de l'opération Dynamo qui le jouxte, et le FRAC qui est dans la perspective, avec un jet de pierre, le musée portuaire. Et là, on a un parcours et une dynamique culturelle et muséographique de première importance et scientifique de première importance, avec tout un projet que je souhaite développer, en lien notamment avec le MOL 1, d'où mon idée de téléphérique, avec des incubateurs culturels et artistiques,
et avec la création d'écoquartiers flottants au large du Môle 1 et du quartier de la Samaritaine de la gare d'eau de l'île Gentille. Merci beaucoup, Claude Nicolet, de nous avoir développé les grandes lignes de votre programme. Merci Rémi Foulon de m'avoir accompagné. Et puis on va se retrouver pour d'autres candidats au municipal. Premier tour, je le rappelle, c'est le 15 mars. Ça arrive vite. Merci à vous. Merci à vous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.